There is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. Benjamin Netanyahou est talonné depuis plusieurs jours par des leaders de la communauté internationale, par les familles des otages aussi, soit pour l'instauration d'une trêve humanitaire, certains pour un cessez-le-feu, mais certainement la plupart pour une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais le premier ministre demeure intraitable face à ces pressions, convaincu que la guerre actuelle en est une de civilisation. Alors, qu'est-ce qui explique la position, on peut dire guerrière de Netanyahou? Il dit que c'est un temps de guerre. Mon invité, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël à Tel Aviv en ce moment aux États-Unis. Monsieur Charbit, bonsoir, bienvenue à 24/60 une fois de plus. Bonsoir. Quelle est votre réaction face aux propos assez fermes de Benjamin Netanyahou aujourd'hui? Je vous pose la question carrément, est-il d'abord un chef de guerre maintenant pour sauver Israël? Oui, sans aucun doute, il est maintenant un chef de guerre. Et je dirais que ces propos, tels qu'on les a entendus, peuvent être acceptés par quiconque. Le problème n'est pas qu'Israël déclare la guerre au Hamas. Tout le monde considère qu'Israël est en état de légitime défense, sauf peut-être ceux qui soutiennent précisément le Hamas. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de théâtre d'opération qui soit séparé des zones urbaines où vivent les Palestiniens, cette guerre déclarée par Netanyahou entraîne inévitablement on pourrait même dire un carnage. C'est vrai que près de 8000, même si c'est déclaré par le Hamas et qu'on n'en est pas encore tout à fait certain, on sait que le Hamas utilise les chiffres et les faits à sa guise. Mais encore une fois, c'est vrai que le résultat est dramatique et Israël est consciente de ça. Simplement, elle estime qu'il n'est plus possible aujourd'hui pour elle d'avoir comme voisin le Hamas. Et donc, on se trouve dans une situation où, bien entendu, le Hamas va se servir de la population palestinienne comme bouclier humain, ne serait-ce qu'en l'empêchant de pouvoir se rendre au sud. Pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, les bombardements se trouvent surtout dans la région nord de la bande de Gaza. C'est une situation donc très difficile pour Israël pour une raison très simple. C'est qu'on est convaincu que le soutien international par rapport à la légitimité de cet acte va aller en se réduisant. Et avec ce bilan-là, il est clair que le gouvernement de Netanyahou joue une partie difficile, à ceci près qu'il faut distinguer entre les opinions qui peuvent s'émouvoir de ce bilan assez lourd, mais de manière générale, les chefs de gouvernement, les chefs d'État comprennent effectivement que même si les conditions pour mener cette guerre sont difficiles, intolérables peut-être, mais il est nécessaire pour Israël de mener cette guerre. Et après tout, le Hamas en porte la responsabilité avec les massacres qu'il a commis au mois d'octobre. Mais il reste intraitable face aux demandes des familles des otages. Il y avait encore une manifestation à Jérusalem aujourd'hui. On avait installé des lits de bébés, des lits pour souligner, on voit ces images en ce moment, là, pour souligner les 239 otages maintenant. Une soldate libérée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui guide Israël dans ce risque de sacrifier la vie des otages? Est-ce que la vie des otages est moins importante que la survie d'Israël? Écoutez, vraiment, je pense que le dilemme devant lequel se trouve le gouvernement, et quel que soit ce qu'on pense de Benjamin Netanyahou, ou ce que moi j'en pense personnellement, le dilemme devant lequel il se trouve est énorme. Mener un combat que tout le monde trouve légitime contre le Hamas, et en même temps se retrouver avec 239 otages aux mains du Hamas, c'est bien entendu la quadrature du cercle. Effectivement, le risque, et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle l'opération terrestre ne fait qu'à peine commencer, elle n'a pas d'ailleurs été encore officiellement déclarée, parce que effectivement, il faut peser le pour et le contre. Alors bien sûr, il faut bien comprendre, l'idéal aurait été pour Israël de négocier d'abord leur retour, et puis ensuite de commencer le combat. C'est là où on est dans une sorte de quadrature du cercle, et il faut dire, et c'est là où il faut également souligner la force de cette démocratie israélienne, quand bien même il y a une unité nationale, il y a une union sacrée,
eh bien, effectivement, les familles des personnes détenues en otage, eh bien, manifestent et d'une manière très expressive et avec force de moyens leur supplication pour que le combat cesse, parce que ce qui les touche en premier lieu, c'est bien entendu de sauver leurs proches. Et on aurait été à leur place, on aurait pensé exactement la même chose. Et voilà, Israël doit, comment dirais-je, jongler, naviguer entre la volonté de défendre ses citoyens et puis de l'autre, d'essayer de sauver les otages en espérant qu'une négociation aboutisse à quelque chose. On n'est pas sur le chemin de la paix. En même temps, Benjamin Netanyahu a dû s'excuser d'avoir blâmé l'état-major militaire et les services de renseignement de l'échec d'Israël devant le Hamas. Des renseignements nous indiquaient qu'on n'a pas vu venir et que même la division en Israël, les manifestations, la réforme de Benjamin Netanyahu a donné le coup d'envoi à cette attaque monstrueuse et horrible parce que le Hamas se disait, bien là, c'est le moment de frapper. Israël est faible, Israël est divisé. Effectivement, ça a été peut-être l'erreur, c'est pas la seule, mais une des erreurs capitales qu'a commise Netanyahou ces derniers jours, puisque dès le départ, il avait été dit clairement par le chef d'état-major, y compris par Benjamin Netanyahou, qu'il est absolument nécessaire de repousser toute la question concernant les responsabilités des uns, des autres, des leaders politiques, des leaders militaires, de repousser cette discussion-là, cette enquête-là qui sera faite. Cette enquête sera faite, mais de la repousser après l'opération. Netanyahou lui-même l'a déclaré, et voilà que 3 jours plus tard, il publie un post pour dire que c'est les renseignements qui sont responsables, il n'y est pour rien, il n'a jamais été averti de quoi que ce soit. Et ça a été tellement, la réaction a été tellement dégoûtée de la part de la population israélienne que Netanyahou s'est senti obligé d'aussitôt retirer ce poste parce qu'il violait les propres règles que lui-même avait établies. On est dans un temps de guerre, on est dans une union sacrée. La question des responsabilités sera, vous pouvez compter sur la démocratie israélienne, il y aura une commission d'enquête parlementaire à la tête de laquelle il y aura un juge de la Cour suprême. Toute la lumière sera faite. On l'a fait pendant la guerre du Liban, on l'a fait pour le Sabra Shatila, pour la seconde guerre du Liban, on le fera pour cette guerre, mais après. Et cette manière comme ça montre à quel point parfois Netanyahou est, je dirais, totalement décalé par rapport aux sentiments très douloureux et très difficiles que vive la société israélienne qui est actuellement traumatisée par ce qui se passe depuis 3 semaines. On le comprend bien. Alors, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël à Tel Aviv, merci de nous avoir parlé ce soir. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.